explantation. On ne peut pas concevoir l'explantation sans une compréhension du mécanisme physiopathologique. Et les éléments préalables à toute explantation est le respect des cahiers des charges, et ça pose quand même de sérieux problèmes. La composition des échours, tout a commencé quand j'ai amené des échours neufs à mon ami Vincent Bacter au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. Alors une chose importante, c'est fondamental, mais j'ai fini par le découvrir finalement assez récemment, ce problème-là. Comme toute analyse portant sur des mécanismes complexes, l'analyse de l'école normale n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Et vous verrez, c'est très important. En effet, chaque fois, l'école normale pose effectivement les exhaustivités. Ainsi, pour la boule, par exemple, et le petit ressort, 93,3, 95,8. Là où c'est le plus bas, c'est le grand ressort, avec une exhaustivité à 84,8. Et vous avez effectivement, au niveau de la soudure, qui comporte effectivement 48% d'étain, une exhaustivité à 87,1. Très important parce qu'on a eu quelques légères découvertes avec l'analyse toxicologique dans les cheveux. Donc, effectivement, M. Parent a souligné le nickel, le chrome, mais il y a autre chose, il y a du molybdène, par exemple. Il y a aussi l'iridium, qui avait beaucoup surpris mes amis de l'école normale supérieure. Ils ne savent pas ce que ça donne, l'iridium, dans le corps humain. Et non, il n'y a jamais eu d'iridium dans le corps humain. Et bien sûr, il y a de l'étain, et c'est clair. Vincent Bacter, c'était la deuxième chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que ce procédé est stable? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à l'effritement de ce truc? Il nous a fait donc une microscopie électronique à balayage. On voit très bien les traces d'usinage là sur les chours. Mais on voit très bien que sur ce petit ressort, il y a des plaques. C'est pas de l'usinage, ça. Ça demande qu'à se barrer, en gros. Et donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai regardé quand même où étaient fabriqués les échours. Voilà, ils étaient fabriqués à Mexico City, ça en dit long quand même. Il n'y a pas de petit bénéfice. Bien, ça explique en tout cas une chose, c'est la diffusion des fragments lorsque l'on retire ces échours avec des phénomènes de traction. Ça, c'est une hystérectomie secondaire que j'ai faite suite à un échec d'explantation avec salpingectomie, résection des corps. Par exemple, là, on a typiquement une patiente qui continuait à avoir des problèmes importants après une explantation. L'IRM a montré qu'effectivement, là, il y a une adénomiose qui bétonne complètement autour des échours, et donc qui casse automatiquement quand on fait cette explantation. Et là, on retrouve très bien le fragment d'échour. Alors là, on voit très bien ce fragment en célioscopie et la pièce d'hystérectomie avec effectivement ce fragment-là, qui est un fragment de grand ressort. Donc, tendance à l'effritement de ces échours. Le deuxième problème, c'est la fragilité intrinsèque aussi. C'est est-ce qu'on a des fractures de ces échours sans qu'on pousse, sans qu'on tire, sans qu'on cherche à manipuler sur le plan chirurgical? Eh bien oui, ça c'est une récente IRM. Alors là, il faut des radiologues ultra spécialisés, avertis et chevronnés. Inutile de vous dire que c'est assez rare d'avoir ce type d'IRM aussi remarquable. Et là, on voit très bien que vous avez un échour là, une solution de continuité là, il est fracturé à ce niveau-là, donc une IRM d'excellente qualité qui montre une fracture spontanée des échours, probablement liée aux contractions utérines. Vous savez qu'une contraction utérine, il y a des Américains qui sont amusés à mettre des cathéters pour avoir l'intensité des contractions utérines pendant une règle, ça peut monter jusqu'à 75-80 mm de mercure. J'étais obstétricien quand même pendant une bonne quarantaine d'années, un peu plus même. On mettait des cathéters à l'Hôtel-Dieu dans la phase la plus douloureuse des contractions utérines, c'est-à-dire entre 8 cm et dilatation complète, ça montait à 70, jamais au-delà réellement des contractions utérines. Donc les contractions utérines des règles sont extrêmement violentes. La preuve, c'est qu'on l'observe le plus souvent quand on fait des radios péropératoires, que moi je fais systématiquement, et je pense que ça devrait être indispensable. Et là, on voit très bien l'échour là, mais on voit très bien l'échour à gauche qui est complètement dézingué avec le grand ressort qui est complètement étiré. Donc, cette radio, malheureusement péropératoire, devrait être obligatoire pour ma part, et elle est malheureusement rarement pratiquée. Cette fragilité aussi explique qu'il y a des plicatures de ces dispositifs des échours. Là, on voit très bien sur cette IRM qui a un aspect un petit peu bizarre, une partie de l'échour là, une partie de l'échour là.
eh bien, quand on a opéré, ben, on repère très bien ce échour qui fait un véritable. Or, ma chère Anna Maria, vous m'aviez dit que dès qu'il y a un dispositif métallique qui est plié ou qui est contorsionné, ça libère des métaux encore plus. Et ça n'est pas rare du tout. On retrouve effectivement ce type de plicature. Ça explique aussi quand même que j'ai jamais bien compris pourquoi on avait posé des échours quand on sait que, le coût unitaire de 700 €, et puis surtout qu'il y avait un échec de pose de 8 à 13%. Enfin, c'est du délire. Alors que la célioscopie avec des clips, le taux d'échec était de 1 sur 2500. Donc, dès le départ, il y avait quand même, je dirais, un loup dans la bergerie. La recherche de diffusion, eh bien, Victoire, ça a été la grande percée, et c'est notre ami Michel Vincent avec Michael Caltinon et Anna Maria Sparvieux. C'est effectivement avec leur belle machine MED EDX. Là, on retrouve effectivement une corne utérine, et on retrouve effectivement avec cette machine étain, chrome, nickel. Donc, publication. Et on retrouve effectivement le fait que cette soudure en étain pète avec des tas de petits métaux. La réaction locale, alors là on retrouve nos anatomopathologies, technique PAT, 6 pattes, ça n'a jamais été simple. Pendant 2 ans, moi je travaille beaucoup avec Technipat, j'ai insisté lourdement pour qu'on recherche dans les cornes utérines au contact des échours. C'est très long à faire bouger nos chers amis, camarades et confrères. Donc là, ma première hypothèse, c'était une colonisation de l'adénomiose, c'est-à-dire de l'endométriose, le long des grandes spires de l'échour. Et on retrouve ça. Là, vous aviez un échour là, on retrouve cet aspect en miroir qui traduit le fait que la muqueuse utérine a embarqué le long du grand ressort, et c'est une véritable greffe. C'est quelque chose de connu, c'est chez les gynécologues. C'est-à-dire, quand on fait une césarienne, on sait qu'il y a beaucoup de colonisation par l'endomètre de la cicatrice des césariennes. Même chose pour les curetages, il y a des colonisations dans le muscle. Autrement dit, on pouvait raisonnablement penser que dès qu'il y a une effraction de la musculeuse utérine, eh bien l'endomètre s'y met. C'est pour ça que j'insiste lourdement, et c'est pas toujours fait, sur l'IRM, qui affirme le diagnostic. Là, on retrouve effectivement des foyers d'endométriose majeure. Ça, c'est des diagnostics positifs. On retrouve aussi des diagnostics indirects. Ça, c'est l'image que l'on appelle des tuba erecta. On ne voit pas vraiment l'endométriose là, mais on voit que c'est un aspect de trompes qui naissent pratiquement à angle droit, ce qu'on appelle des tuba erecta. Ça signe l'adénomiose des cornes utérines. Qu'est-ce qu'ont démontré nos anatomopathologiques et qu'on retrouve quasiment maintenant dans tous les comptes rendus anatomopathologiques? Là, vous aviez les choix qui étaient là. Eh bien, on retrouve ce foyer d'adénomiose au contact du grand ressort. On retrouve aussi des pigments, qui sont des pigments noirâtres, qui sont des métaux, et la fameuse réaction granulomatose dont vous a parlé notre anatomopathologiste. Alors, ça explique aussi, j'ai quand même toujours des questions en suspens. Voilà une patiente qui avait été opérée par un professeur bien connu, avec 2 fractures d'échour qu'on voit très bien là, mais regardez quand on ouvre le ventre, ça dépasse largement le problème de l'adénomiose. Tout est collé, absolument collé. Ça a été une galère absolument pas possible pour l'opérer. D'ailleurs, je n'ai fait qu'une hystérectomie subtotale, j'ai laissé le col, tellement c'était absolument impossible à disséquer. Alors, on a des points d'interrogation. La diffusion générale des métaux, on va en parler bien sûr. Le rôle non exploré des PET pour moi. Donc ça ressemble un petit peu pour moi à la gravure de Piranèse sur les prisons, c'est-à-dire on a de nombreuses impasses, on a des choses qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. La toxicité directe des PET, eh bien là vous avez quand même un cher confrère qui a opéré et qui a passé ça au sanibroyeur, c'est-à-dire en l'occurrence c'était un morcellateur, et qui a fait une purée d'échour, une vraie purée d'échour. Donc cette patiente est arrivée avec un tableau d'algie majeure, célioscopie que j'avais pratiquée, et là on retrouve comme si on avait versé un tube de colu dans le pelvis, avec des morceaux d'échour qui sont là, on voit le grand mais il y avait des fils de PET aussi, etc. Quand j'enlève ce foyer-là, j'avais repéré qu'il y avait un urtère gauche qui était extrêmement élargi, plus gros comme mon pouce, qui est quand même pas tout à fait classique.
Cette femme a été opérée 8 fois, avec une réimplantation urétérale gauche, une dilatation urétérale droite. J'ai même traité une fistule vésico-vaginale. Bref, c'était une inflammation énorme qui dépassait largement, à mon avis, le problème des métaux, mais plutôt des PET. La toxicité directe des PET, eh bien, elle est connue, hein, c'est-à-dire, grâce à l'un d'entre vous, j'ai appris que pour nettoyer les PET, on utilisait de l'antimoine, des concentrations importantes d'antimoine pour stocker ces PET. Or, je n'ai pas le droit, on m'a demandé de ne pas trop parler des cheveux, parce qu'on va publier en octobre, donc je suis obligé de... Mais enfin, on retrouve énormément dans les cheveux, donc ça, c'est un scoop que je vous donne. La diffusion des métaux dans l'organisme, eh bien, c'est la problématique des nanoparticules, la diffusion de l'organo éteint, ça c'est l'idée de Michel Vincent. Effectivement, à partir d'un cas que j'avais opéré, qui était une patiente qui avait un dosage élevé d'étain dans le sang, et on a retrouvé un fragment d'échour tout à fait minime, extrêmement minime, au niveau de l'ovaire. On est obligé d'enlever l'ovaire à ce fragment, et on a vu chuter effectivement la concentration de l'étain dans le sang. Simplement, cette matrice sanguine ne me paraît pas une bonne matrice, elle est positive dans moins de 20% des cas. Les éléments préalables à toute exploitation forts de cette explication physiopathologique. Eh bien, il faut faire une analyse du dossier a priori, sans a priori, et extrêmement rigoureuse. Je plaide depuis de nombreuses années sur un interrogatoire rigoureux, standardisé, à 3 mois, 6 mois, 12 mois. C'est après l'explantation et bien sûr avant l'explantation. Il faut éviter le déni de la plainte des victimes. Beaucoup d'entre vous ont été confrontés à des experts qui ont dénié cette plainte et l'analyse des troubles en présentiel et non pas on vous met dans une pièce et on vous donne un petit papier, voilà, et non, en présentiel. Tout a été dit un peu par M. Parent. Je rajoute des trucs qui n'ont pas été dits. C'est les problèmes ORL, les problèmes oculaires. Très fréquents, un syndrome sec, des acouphènes. Les signes généraux, tout a été dit sur les troubles de la mémoire et les troubles cognitifs. La recherche de la migration, elle doit être systématique pour moi, c'est-à-dire par IRM, soit des migrations internes, soit une migration externe. Et pour moi, il y a l'IRM et point barre, voire le scanner. Alors là, voilà typiquement un sinistre, une patiente qui a été opérée, hystérectomie, salpingectomie, le canard était toujours vivant, en l'occurrence les 2 échours, aucune radiographie préalable. On l'a réopéré, on a retrouvé un échour à droite qui était accolé à l'ovaire et l'autre qui était dans le mésosigmoïde. Voilà typiquement les perforations que l'on peut voir. Alors, les retraits d'échours sans évaluation préalable de position des échours, moi, me paraît être une chirurgie à l'aveugle. Moi, j'appelle ça la banzai chirurgie. On fait de la chirurgie, voilà, c'est la charge de la cavalerie lourde à Reichshofen. On a vu comment ça se terminait, cette plaisanterie. Donc là, c'était typique où là, le type avait fait quand même une radio péropératoire. Mais il s'est aperçu qu'il manquait un échour à gauche. Donc il est retourné sous célioscopie 3 mois après, sans scanner préalable, et il a fait une célioscopie blanche. Et on a retrouvé, le patient a demandé de venir sur Lyon, on a retrouvé l'échour dans l'intestin grêle, dans le méso de l'intestin grêle. Là, c'est dans le côlon. Donc, si vous ne faites pas d'IRM, si vous ne faites pas de scanner, si vous ne faites pas une imagerie extrêmement pointue, vous passez à côté de ces trucs-là. Alors, je passe très rapidement sur le fait qu'il y a un hiatus entre le nombre de kits vendus à la Sécurité sociale, 240 000, contre le nombre de patientes implantées. Alors là, je suis d'accord avec M. Parent, c'est pas bien le nombre, hein, entre 175 000 et 200 000. Mais là, il y en a 3. Hein, il y en a 3. Donc ça veut dire qu'il y a des échours qui ont été posés de manière multiple, et puis il y a des ouvertures de boîtes. Donc c'était pas 700 € la pause, hein, finalement. C'était 700 multiplié par 2, multiplié par 3, et la Sécurité sociale, pendant 15 ans, n'a absolument pas vu le problème économique. Là, il y en avait 5, et là, je me suis fait avoir, parce que je me suis intéressé qu'à l'IRM, et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait une radio en post-opératoire, il y en avait un 6e qui était, sauf que le compte-rendu opératoire, il ne faut absolument pas attendre quoi que ce soit d'un compte-rendu opératoire. Beaucoup sont bidonnés, voilà, et là, il y en avait 5 qui étaient dans le compte-rendu opératoire. Recherche d'adénomiose, qui légitime l'hystérectomie.
Le plan, il faut respecter le cahier de charge, bannir l'usage du morcellateur. Technique employée, ne jamais fracturer les échos. C'est pour ça que je suis absolument opposé à la salpingectomie avec résection des cornes. Mais bien, il faut réaliser une hystérectomie à salpingectomie, ne serait-ce que si on décline les travaux de M. Vincent, il y a des métaux partout dans l'utérus, donc c'est inutile de garder l'utérus. Radiographie de la pièce opératoire, et j'insiste pour qu'elle soit faite systématiquement, et en cas de migration abdominale, soit on a une grosse habitude de la chirurgie digestive, mais ça se fait rare, les gynécologues qui connaissent le digestif et l'urologie, soit on opère à 4 mains. La conclusion, il faut chercher une matrice reproductive. Alors cette matrice, pour nous c'est effectivement les cheveux actuellement à Topsy, qui vient de s'installer à l'université de Leeds. Les critères d'inclusion, je ne vais pas trop vous en parler, mais je vous signale quand même que 70% des profils sont positifs, entre 2 et 20 métaux. Les critères d'inclusion, les voilà, les 3. Et l'objectif, c'est de trouver un biomarqueur spécifique. Population, témoin, aussi dans notre étude, qui sera une étude cas témoin, prospective. Et voilà, nous avons actuellement 320 analyses, dont je fournis 90 d'entre elles. Et voici ce que l'on va en faire. Donc voilà, je n'avais pas le droit de le faire, mais je l'ai mis quand même. Ça, c'est la forme la plus minime qu'on ait, la plus minime. Et on voit qu'effectivement, vous avez de l'étain qui est là. Mais il n'y a vraiment pas que de l'étain. Il y a du cobalt, il y a du manganèse, il y a du molybdène, il y a de l'antimoine. Voilà. Donc on tombe actuellement sur des situations qui sont assez terribles. Merci de votre attention.